Ne voulons pas de mal à votre planète. Salut les terriennes, salut les terriens. Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Nolwenn Leroy. Nolwenn, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes très heureux de recevoir celle qui a rendu sa fierté à tout un peuple et qui fait désormais partie du patrimoine breton, au même titre que la pluie, les marées noires et le chômage. Michel Barnier. Michel, bonsoir. Vous êtes commissaire européen et ce soir nous parlerons des succès de l'Europe, la paix bien sûr, l'Eurovision, la Ligue des Champions, oui, et le fait qu'on puisse aller acheter plus facilement de la drogue à Amsterdam. C'est pas rien. Bixen Télissard Lazou. Bixen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose. Attention, quand vous avez quitté Elsa, est-ce qu'elle vous a chanté « T'en vas pas » Elle est très con. Et Chris Esquer. Alors, Chris Esquer, bonsoir. Bonsoir. Selon le magazine Les Inrecuptibles, vous êtes le meilleur humoriste de France, toutes catégories confondues. En même temps, les Inrocks, leur truc, c'est plutôt la musique quand même. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Patrick Vialanex, qui raconte comment il a basculé dans la folie après avoir volé un tableau de Rembrandt. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h25 avec les gréements de fortune. Nolwenn Leroy, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez vendu plus d'1 million d'exemplaires de votre disque bretonne. Vous continuez à en vendre. Comme quoi, les Bretons sont nuls en piratage, finalement. Il n'y a pas Internet en Bretagne, tu vois. Quand je pense que toute cette histoire a commencé comme une blague, en fait, au départ, c'était... Vous vouliez faire un disque qui s'appelle « Passe-moi le sel ». On n'y avait pas pensé à cette façon. C'est toi que j'aurais dû venir voir pour le titre. Non, non, mais effectivement, les projets les plus beaux sont ceux dont on n'imagine pas le retentissement qu'ils vont avoir. Il y a des millions de gens, parce que... Ah oui, oui, oui. Dont moi. Alors, vous allez refaire le coup, maintenant, vous allez faire normande, provençale, non? Non. Basque en duo avec Bixen Télissard Lazou, bien sûr. Oui. Quand je pense que sans cet album, vous seriez peut-être juré à The Voice. Non, je pense pas, parce que j'ai... Moi-même qui étais sur scène, à démarrer comme ça devant un jury, aujourd'hui, de me retrouver... de briser un peu le rêve de certains qui viennent comme ça, ouais. Je sais pas si je serais capable de le faire. Alors, n'empêche que vous avez chanté l'hymne breton devant 80 000 supporters avant le match Guingamp-Rennes en finale de la Coupe. Il y avait François Hollande. Il y avait François Hollande. Il vous a fait un clin d'œil? Il m'a fait un clin d'œil. Il est chaud, hein. Méfiez-vous de beau gosse. Méfiez-vous de beau gosse. Dites-moi, vous étiez allé le soutenir au cirque d'hiver en 2012 avec Julie Gaillet. Mais vous l'avez soutenu comment, vous? Ah non, j'ai pas soutenu comme Julie Gaillet. Ah non. Ah non. Vous l'avez soutenu comme Nolwenn Leroy. Je l'ai soutenu comme Nolwenn Leroy. Voilà, méfiez-vous de lui en tous les cas. Est-ce que vous avez soutenu les bonnets rouges? Bien sûr, j'aurais pu venir avec mon bonnet rouge ce soir. Mais bon, il fait un peu chaud sur le plateau. Un peu chaud. Alors, beaucoup de gens caricaturent la Bretagne. On dit qu'il pleut tout le temps, que les gens sont alcooliques, alors qu'il ne pleut pas tout le temps. Non, il ne pleut pas tout le temps. Et maintenant, les gens souffrent beaucoup ces derniers temps et ont largement de quoi, justement, se mettre à l'alcool. Parce que quand on est autant dans la galère, mais non, les gens ne sont pas alcooliques. Alors, vous êtes ici ce soir en tant que marraine de la Fondation de l'Abbé Pierre pour nous faire écouter la chanson « Le chemin de Pierre ». Oui. Alors, ce qu'il faut préciser quand même, c'est que l'Abbé Pierre lui-même vous avez demandé de continuer à porter son message. Et vous avez aussi demandé de porter son béret, mais... Bah, le bonnet rouge ou le béret de l'abbé. Ouais, c'est déjà le bonnet rouge.
C'est quelqu'un qui représentait physiquement le combat contre le mal-logement. Et je pense qu'il avait conscience à ce moment-là que malheureusement, le problème du mal-logement ne disparaîtrait pas avec lui. Ouais. Et qu'il faudrait des gens pour continuer à porter ce message et qu'il en faudrait plusieurs, d'où ce comité de parrains et marraines dont il a choisi les membres avant de partir. Parce qu'effectivement, le problème est toujours là, n'a jamais été autant d'actualité. Ce qu'il faut dire, Nolwenn, c'est que la loi SRU sur les logements sociaux n'est pas appliquée. C'est une loi qui impose aux communes un certain nombre de logements sociaux, ouais. mais les maires préfèrent payer des amendes. L'amende qui augmente d'ailleurs d'année en année. Ah oui, parce que qui dit construire des logements sociaux dit aussi se retrouver avec, selon eux, peut-être une certaine population qui débarquerait dans leur ville, des gens qui n'ont pas forcément de sous. Et c'est triste parce qu'on est beaucoup en France, on est de plus en plus, et malheureusement, il n'y a pas de quoi jeter le monde. C'est le même problème que quand l'abbé Pierre a commencé en 1954. Ouais. C'est pas d'hier, on est en Bien 2014. sûr. C'est les 60 ans de l'appel de Les problèmes se l'abbé, posent hein. toujours. Ouais. Voilà. Dernière question. Ça va comment avec Arnaud Clément? Me dites pas qu'il va se mettre à la chanson comme Noah, je vous en prie. Arnaud chante très bien aussi, d'ailleurs. Aïe, 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 je sens. Oui, mais il arriver va le pas se pire. mettre à la Il va chanson. pas se mettre à la chanson. Non, 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 non. Mais ça va très bien. Alors, Chris Esquerra, bonsoir. Bonsoir. Alors, ancien consultant en entreprise, devenu humoriste. Vous êtes actuellement à l'affiche des Bouffes Parisiens et dans l'émission On va tous y passer sur France Inter. Et surtout, donc, Les Inrocks, le magazine Intello branché, vous ont proclamé meilleur humoriste de France, toutes catégories confondues. Ben, c'est formidable. Vous vous souvenez de votre première télé? Oui, c'était avec vous. Et honnêtement, je ne pensais pas vous revoir ensuite. Ce soir, je me suis intéressé à Antoine. Antoine, un sujet qui m'intéresse. Ah oui, c'est donc c'est un dossier difficile, hein, Antoine. Donc Antoine, Antoine, c'est quelqu'un de bizarre. Hein, c'est quelqu'un qu'on ne comprend pas bien. Lui-même ne se comprend pas bien, sans doute. Pour 72% des Français, c'est un mutant. Hein, c'est le mot qui vient le plus souvent, mutant. Un mélange entre Moustaki, un mélange entre Moustaki, Nicolas Hulot, Haroun Tazieff, Nana Mouskouri. Il y a un peu de tout, hein, tout se mélange un peu. Laurent Baffy, vous en pensez quoi? Pensez qu'il ira loin, ce garçon? C'est très courageux de faire ça devant des gens, d'arriver en fin d'émission. C'est toujours un supplice. Je ne sais pas si pour lui ce sera un bon souvenir. Enfin, c'est sa première télé, non? Ouais. Ça restera comme sa première télé. Voilà, c'était la première télé de Chris Esquerra en 2003. Non, tout le monde en parle. Alors, vous avez vu que même Baffy n'a pas envie de vous vanner. Ouais, c'est vrai. C'est humiliant. Alors, contre toute attente, Chris, vous avez survécu. C'est vrai. Et vous êtes devenu célèbre grâce à vos revues de presse des magazines que personne ne lit dans l'édition spéciale de Canal+. Et j'en ai trouvé un pour vous, regardez, alors il est formidable celui-là. Il s'appelle Pêche Record, la pêche côté charme. Alors c'est un magazine qui présente des filles nues et des poissons nus aussi. Donc c'est assez extraordinaire. Et puis il y a eu le grand journal, évidemment. On se souvient de Télé Oléron et de Turbo Léron. Vous vous souvenez de Turbo Léron? Bonjour et bienvenue dans Turbo Léron. Aujourd'hui, je vous propose l'essai de deux ambulances dont la philosophie est radicalement différente. On découvre tout de suite l'essai de ces deux voitures plaisir. Choisir une bonne ambulance, c'est important quand on fait un malaise. Le match d'aujourd'hui est un match entre deux idéologies, deux manières d'appréhender le secours. Le fourgon, c'est d'abord un coup de crayon, celui du designer italien Bertone. Dès le premier regard, le charme opère car cette ambulance mêle agressivité et élégance. Avec son style plus aérodynamique, le break explore tout simplement une autre approche de l'ambulatoire. Une approche résolument moderne, tournée vers le service. La pitié salpêtrière, s'il vous plaît. Si le break prend une longueur d'avance avec son moteur turbo-diesel 2,1 litres, le fourgon se rattrape avec des petites attentions comme cette prise extérieure qui permet de brancher un poumon artificiel ou un barbecue électrique. Gros point noir sur les deux modèles, le brancard n'est pas équipé de frein. Voilà Chris Esquerra, Turbo Léron. Et voilà, meilleur humoriste de France. Ça marche avec les gonzesses. Je suis le meilleur humoriste de France, je viens boire un coup? Non, pas tellement en fait. Alors, en tant que meilleur humoriste de France, est-ce que vous auriez des conseils à donner à votre collègue François Hollande? Non, il y a du boulot encore. Non. Il a des bonnes vannes, mais il faut qu'il s'affirme, non? Oui, c'est sûr, mais c'est bien déjà de faire des vannes. Moi, j'aime bien les hommes politiques qui font un peu des vannes. Alors, vous avez un parcours très particulier, en fait, donc, puisqu'avant de devenir
humoriste, vous étiez consultant d'entreprise chez Arthur Andersen. On dit qu'en réaction, d'ailleurs, Jamel Debbouze veut faire les secs maintenant. Alors, vous le viviez assez mal, hein, quand même. Ah bah ouais, j'avais les larmes aux yeux en allant travailler, donc en général, c'est mauvais signe. Ouais. Je travaillais dans l'informatique, des choses que je comprenais pas, en fait. Donc... Vous aviez honte? Oui. Vous préfériez dire que vous étiez pédophile, assassin d'enfants? Oui. Alors, vous avez déclaré, d'un coup, il m'est apparu que réussir sa vie, c'était se foutre de la réussir. Une fois tous les 2-3 ans, j'ai des phrases comme ça. C'est une vraie formule, quoi. Oui, c'est une vraie formule, mais qui a du sens. Souvent, les formules, ça claque comme ça. Ah non, mais vraiment, oui, c'est bien. Alors. Et aujourd'hui, ça marche. Bah, en tout cas, oui, je suis content. Oui. Mais sur France Inter, vous n'y êtes que le lundi, parce que vous ne voulez pas industrialiser votre travail, vous dites. On ne demande pas à un chanteur de créer une chanson tous les jours. Ouais. Et les mecs, ils en font 12 et ils se barrent 3 ans. Donc, Nolwenn Leroy, elle fait la belette, en plus. Oui. Alors, vous êtes également sur scène, au Bouffe Parisien, tous les samedis. Ouais. On regarde à quoi ça ressemble. Un mot sur l'argent de poche, maintenant. Et les gratifications. Alors, on ne sait jamais combien donner aux enfants. Hein, c'est comme les pourboires. Pour nous, c'est rien, mais on veut surtout pas que ça fasse trop pour eux. Donc, si ça vous intéresse, je vous donne les prix qui se pratiquent en moyenne en France, hein, pour vous situer. Alors, vider le lave-vaisselle, c'est gratuit. Attention, certains enfants indélicats essaieront de faire passer ça pour une prestation payante. C'est faux. Vous ne faites pas avoir. Une tonte de la pelouse, c'est environ 2 €, selon la surface. Pour la réfection complète d'une toiture, on peut pousser jusqu'à 5 €. Hein, ce qui fait quand même une belle économie par rapport à un professionnel. Donc, vous voyez, en étant malin, on arrive à amortir l'enfant, si je puis dire. Super drôle. Donc c'est au Bouffe Parisien, non? Ouais, jusque fin juin. Il n'y a pas des jours où vous dites que vous auriez mieux fait de la perdre, cette Coupe du Monde, que les gens arrêtent de vous casser les couilles avec cette chanson-là. Non. Franchement. Non, mais j'en peux plus de cette chanson. Ah ouais. C'était systématique dès qu'on rentrait dans un restaurant. Dès que vous allez quelque part. Bon, alors, rebonsoir. Bonsoir. Vous avez votre guitare, là? Non. Tant mieux. Alors, vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que toutes les femmes se posent. Vous avez toujours vos abdos? Toujours. Regardez. Oh là là! Oh là là! Vous savez que selon un sondage, 24% des Françaises aimeraient passer leur vie avec vous. Ça fait un potentiel de 8 millions de gonzesses. Mais c'est quand même énorme. Il faut que je m'y mette, alors. C'est grisant, quand même. Ouais. Alors, vous êtes basque. Ouais. D'où vient ce peuple? Alors, je ne peux pas vous répondre Personne à cette question. ne sait. Non, c'est vrai, on ne sait pas. Vous savez, on ne sait pas. Les origines... On pense que peut-être c'était les habitants de l'Atlantide, qui est un continent qui était en plein milieu de l'océan Atlantique, là où il y a les Açores maintenant, mais personne ne sait d'où viennent les Basques. La langue basque ressemble à la langue hongroise. Donc c'est extrêmement bizarre. En tout cas, elle ne ressemble pas du tout à l'espagnol ni au français. Ben voilà. Il y a quelques années, l'ETA avait essayé de vous racketter. Très bizarre de vous racketter. Moi, j'aurais préféré racketter un joueur de tennis. Arnaud Clément. Alors, vous êtes basque, vous êtes surfeur. Je oui. Vous surfez depuis 98 sur votre titre de champion du monde. Ben oui, c'est vrai, vous avez raison. Quelle équipe incroyable quand même, hein? C'est une équipe qui a montré en fait que pour peu qu'il marque 2 buts en finale, un Arabe avait toute sa place en France. En tout cas, c'est sûr qu'il y avait une vraie solidarité dans cette équipe et une vraie amitié. Il y a une vraie nostalgie de cette équipe aussi. C'est pour ça que c'est compliqué pour l'équipe de France actuelle. Alors, vous êtes l'une des rares personnes à avoir réalisé le rêve qu'il avait à l'âge de 10 ans. Et pour vous, c'est une revanche, parce que quand vous étiez petit, comme vous n'êtes pas très grand, même si vous avez des super abdos, les grands, ils vous emmerdaient, quoi. Donc c'est une revanche un peu sur les grandes saucisses qui vous faisaient chier, quoi. C'est vrai que j'avais toujours en visuel le plus grand de l'équipe, et l'idée, c'était de lui rentrer dedans. Ouais. Voilà. C'est vrai. Alors ce que vous dites, c'est que finalement, bon, c'est très bon, la Coupe du Monde et tout, mais dès qu'on arrête, voilà, après, vous dites, on est une merde, on n'est plus personne. Mais socialement, tu n'es plus rien, donc il faut tout reconstruire. Il faut repartir à zéro. Et cette étiquette-là de champion du monde, évidemment qu'elle te sert, mais il faut construire autre chose. Moi, je suis dans les médias, par exemple. Ouais, ça se marche très bien pour vous, non? Oui, ça va bien. Ouais.
Alors aujourd'hui, vous êtes donc consultant pour TF1 et... Ah, ça va. C'est la journée des sampleurs insupportables. Alors, ça a l'air d'aller beaucoup mieux quand même pour les Bleus depuis la qualification contre l'Ukraine. Oui. En même temps, l'Ukraine, ça va pas très bien. Non, non. Alors, est-ce que à Rio, vous serez en string? Moi, non. Et Christian Jean-Pierre, oui. Peut-être. Rien que pour ça, je vais regarder alors. Alors, il y a une question que tout le monde se pose. Comment vous faites pour le supporter pendant 90 minutes? Moi, je le supporte très bien. Non, nous, on a du mal, moi. Mais lui, il est dans l'animation d'un match. Ouais. Donc, en fait, il est là pour donner envie tout le temps de suivre ce match. Ouais. Après, les matchs ne sont pas toujours très bons. Ouais. Donc, parfois, on peut ressentir un décalage parce que... Ouais. Lui, il est là pour pousser. Ben, oui, voilà, c'est son rôle. Sérieusement, est-ce que quand les joueurs sont sur le terrain, est-ce qu'ils entendent quand les gens chez eux disent « Tire, connard !» vous entendez ou pas? Non, vous entendez non. pas? Même en tribune, parfois, on entend des groupes de supporters vous entendez insulter. Pas? On n'entend pas, non. Alors, il y a TF1, il y a le Club Lisa sur RTL. Là, c'est mon émission, ça dure 1 heure. Ouais. C'est 1 fois par semaine. Je ne veux pas qu'il y ait une fréquence trop importante parce qu'il faut garder de l'enthousiasme toujours. C'est la meilleure école, je trouve, la radio. Pour quelqu'un comme moi qui n'a pas fait d'école de journalisme et qui a besoin d'apprendre à chaque fois. En tous les cas, vous êtes un des rares bleus qui a fait une super reconversion, hein, franchement. Hein. Non, il y en a d'autres. Il y a qui? Christophe Dugarry. Ah oui, Dugarry, c'est vrai. Ouais. Bien. Alors sur Eurosport, vous réalisez une série documentaire qui s'appelle Frères de sport. Et le prochain numéro est consacré au freerider Aurélien Ducrot. Vous êtes parti à Chamonix. Et je le suis pendant 10 jours et je le suis dans son sport, dans son univers. Ouais. On se fait des pentes assez engagées, on va dormir en refuge. Voilà, on rencontre aussi des personnages, des guides de haute montagne, des pisteurs. C'est à la fois un apprentissage et c'est une aventure exceptionnelle. Une belle histoire d'amour. Ouais, c'est un peu ça. Bravo. Alors Michel, faites ça tous les week-ends, vous qui êtes savoyard, non? Oui, c'est plus difficile à Bruxelles, mais je suis très ému de voir ces montagnes qui sont les miennes. Hein. C'est magnifique. C'est belle, la montagne. Ah, ouais. Alors, vous avez gardé le contact avec les membres de l'équipe de 98? Oui. Alors rassurez-moi, Djorkaeff, il ne va pas refaire un disque? Non, non, il n'y a pas que lui d'ailleurs, il y a Manu Petit aussi. Et justement, on va faire un blind test Football Club. Attention, tout le monde peut jouer. Attention, première chanson. Ouais. Basile Boli, non? Bravo! Basile Boli, bravo. Attention, on continue. Entrée, vous faites un pressing trio. Pas de tirage de maillot. Qui? Bravo! Luis Fernandez. Attention, on continue. Je voudrais être vague pour mourir déprimant. D'offrir des éclats d'or sur le sable mouillé. Sans jamais me lasser. Joël Bat? Ouais! Putain! C'est dur. Ouais, pas facile. Joël Bat. C'est bizarre, hein? Ça fait un peu rock industriel. Mais il écrivait des poèmes. C'est la soirée des chansons bizarres. On continue. Bah, c'est Djorkaeff, non? T'as remarqué que c'est très... Ah, c'est pas... Jean-Pierre François. Ouais, bravo. On continue. Oh là là. Plan de taxe sur béton pour décor chimérique. L'horizon de graffiti a cassé tes musiques. Il y a une bille de flipper. Yuri Quand il Sarkar. va dans la tête, tu ne sais plus où aller.
Pascal Olmeta. Et là, maintenant, attention, mesdames, messieurs, écartez les enfants du téléviseur. C'est une punition absolue. Allons-y. Eh ben, c'était pas Durkheim, c'est dont je m'inquiétais tout à l'heure qu'il fasse un autre disque, voilà. Dernière chanson. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura. On arrête. Je vous laisse profiter. Donc c'était Lizarazu. Et voilà, l'hymne de l'Europe pour Michel Barnier, évidemment. Michel Barnier, rebonsoir. Bonsoir. Quand je pense que l'hymne européen s'appelle l'Ode à la joie. Oui, c'était la 9e symphonie de Beethoven. Alors, vous êtes commissaire européen. Vous êtes ici ce soir pour nous annoncer que plutôt que de postuler au poste de président de la Commission européenne, vous avez décidé de vous présenter, vous avez raison, à l'élection de Mister Europe. Bravo. Ça va, Michel? Vous avez déclaré un jour, l'humour est un domaine dans lequel je suis encore perfectible. Et bien moi, je trouve que vous améliorez en humour, Michel. J'ai encore une grande marge de progrès. Non. Vous allez beaucoup mieux qu'avant, franchement. Oui. Voilà. Alors, pour le poste de président de la Commission européenne, le Parti populaire européen, c'est le parti de droite, vous a préféré Jean-Claude Juncker. Là, c'est un fait. Je dis à ceux qui nous écoutent, c'est la première fois que vous allez avoir un double sens à votre vote. Votre vote, vous racontez deux fois. Vous allez choisir vos députés nationaux qui vont aller travailler à Strasbourg. Et on vote pour le président de la Commission qui va remplacer Barroso. C'est un progrès démocratique. Alors, vous publiez chez Gallimard votre projet, que vous n'appliquerez jamais, donc, sous le titre « Se reposer ou être libre ». Oui. Alors, on en parlera tout à l'heure dans notre débat. Alors, les Européennes, évidemment, c'est vrai que les Français sont quand même beaucoup plus motivés par la finale de The Voice. Pas incompatible. Vous avez qu'elle samedi soir, le vote c'est le dimanche. Oui, c'est vrai. Je sais pas. Non, mais c'est vrai que dès qu'un truc va mal en France, on dit c'est la faute à l'Europe. Oui, donc, ça fait 30 ans qu'on dit toujours que c'est la faute des autres. Bah oui. C'est la faute de Bruxelles, c'est la faute de l'Allemagne, c'est la faute de l'Europe. Personne ne nous a demandé de faire les 35 heures en France. Personne ne nous a demandé depuis 40 ans d'avoir un déficit budgétaire. Personne ne nous a demandé d'avoir une dette qui représente le travail de tous les Français pendant une année. 46 milliards, voilà ce que coûte chaque année le service de la dette, plus que le budget de l'éducation nationale. Ça, c'est notre problème. Ce n'est pas les autres qui nous l'ont fait pour nous. Et c'est nous qui devons le régler. C'est pas les gens, autres. on leur dit toute la journée, c'est la faute de l'Europe. Quand ils votent contre l'Europe, le traité passe quand même. Il faut dire la vérité. Hein. Chaque fois, il y a eu des astuces pour faire passer les traités. Pas des astuces. Hein. Si, c'est des astuces. Les gens, ils ont voté non. Ils ont voté non à un traité qui a été rejeté. Et après, on l'a fait passer au Parlement. Et ensuite, de manière démocratique, les parlements nationaux ont approuvé un autre traité qui représente à peu près un tiers du traité qui avait été rejeté. C'est la partie la moins contestée pour venir faire fonctionner l'Europe. C'est pas une astuce, c'est pas une combine. Ça s'est fait devant tout le monde. Hein. Alors, il y a du positif dans l'Europe. Hein. Maintenant, la carotte a été reconnue comme un fruit pour permettre aux Portugais de continuer à faire de la confiture de carottes. Mais c'est vrai, ça. Hein. Voilà quand même une institution qui peut transformer la carotte en fruit. C'est bizarre. Je voulais me faire dire que à Bruxelles, on fait trop de règles, trop de réglementations, qu'il y a trop de bureaucratie, ça je peux vous le dire. Hein. D'ailleurs, je pense que désormais, il faut faire moins de règles, moins de réglementations et plus de politique qui intéresse la vie quotidienne des gens. Alors, on va en parler pendant le débat juste après, mais comment est-ce qu'on peut réconcilier les Européens avec l'Europe? Parce que là, franchement, ça les passionne pas, ce truc-là. À part l'auberge espagnole, c'est vrai que l'Europe, aujourd'hui, pour les gens, ça dit pas grand-chose, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, ça dit pour 1 million de jeunes qui ont fait Erasmus. Voilà. Ça existe. Ça, c'est une belle réussite. Donc, je veux dire à ceux qui nous écoutent, allez voter pour qui vous voulez, mais allez voter. Si vous ne vous occupez pas de l'Europe, c'est elle qui s'occupe de vous. Bien sûr. Et puis, il faut remettre du sens dans tout ça. Il faut regarder le monde tel qu'il est. Ce que je dis dans ce petit bouquin, dans quelques années, si on ne fait pas gaffe, on ne sera plus dans le G8. Il n'y aura plus un seul pays européen dans les 8 premiers pays du monde. Et moi, je n'ai pas envie qu'on soit sous-traitant et sous influence des Chinois et des Américains. On passe maintenant à l'actualité de la Terre avec l'édito de Blacko. Et c'est Geoffroy Lejeune
rédacteur en chef adjoint du service politique de Valeurs Actuelles, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Ce soir, nous poserons la question Europe, les pleins pouvoirs à des super tocards. Ces dernières années, la France a signé de nombreux traités européens. Le traité de Maastricht, celui d'Amsterdam, de Nice et enfin de Lisbonne. À chaque fois, ces traités conféraient un peu plus de pouvoir aux instances européennes. Mais curieusement, plus l'Europe détient de pouvoir, moins les Français vont voter aux élections européennes. Pour les premières européennes de 1979, il y a eu 60% de participation. Moi, j'aurais voulu les États-Unis d'Europe dès la fin de l'autre-guerre. Lors des dernières, en 2009, il y a eu 60% d'abstention. L'Europe ne me dit rien qui vaille, c'est tout. En même temps, difficile d'en vouloir aux électeurs, puisque même les partis politiques n'ont pas l'air d'accorder grande importance à ce scrutin. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Évidemment, quand il s'agit de faire des beaux discours, ça, c'est pas compliqué. L'Europe est une formidable idée. Une immense aventure. C'est bien gentil de sauter comme un cabri en décrétant que l'Europe c'est formidable. Qu'est-ce que c'est que cette attitude qui consisterait à dire que l'Europe, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour l'avenir de notre continent? Ah, on aimerait bien y croire. Sauf qu'en 2009, à peine installé au Parlement, Rachida Dati avoue, sans savoir qu'elle est enregistrée, que ce boulot ne l'intéresse pas du tout. Tu sais où je suis? Je suis dans l'hémicycle du Parlement de Strasbourg, là. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je pense qu'il y aura un drame avant que je finisse mon mandat, là. Ben en 2014, les élections européennes sont restées la voiture-balai de la politique. Vincent Peillon s'est raté à l'éducation? On lui offre la tête de liste aux européennes. Moscovici a échoué à Bercy? Il devient le candidat de la France pour la Commission européenne. Et comme Harlem Désir a planté le PS, il entre au gouvernement pour s'occuper des affaires européennes. Mais quel message est-ce qu'on envoie aux autres Européens? C'est une offense faite à l'Europe. NKM peut toujours faire la leçon au PS, à l'UMP, c'est pareil. C'est dire où on en est réduit. Si Morano, Muselier et Alliot-Marie se retrouvent tête de liste, c'est juste parce qu'il faut les recaser après leur défaite aux législatives de 2012. Pourtant, l'Europe peut encore séduire. Cohn-Bendit l'a prouvé en 2009. Merci. Grâce à son charisme, il avait rassemblé presque autant de voix que le Parti Socialiste. Sauf que cette année, la vedette des Européennes, ça risque d'être Marine Le Pen. On se croirait chez les bolcheviks ici. Grâce à son charisme, elle pourrait même rassembler autant de voix que l'UMP. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe, Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du service politique de Valeurs Actuelles. Bienvenue parmi nous. Alors l'Europe, les pleins pouvoirs à des super tocards. Alors parlons de Vincent Peillon. Vincent Peillon, lui, il a échoué à l'éducation nationale. Il est tête de liste au PS Sud-Est. C'est la médiocrité récompensée, comme on dit. Ouais. C'est un joli cadeau de départ, quoi. Mais c'est pareil dans tous les partis. Et donc, il ne faudra pas s'étonner quand, au lendemain des européennes, on aura une abstention à 60%. Alors, on continue. Pierre Moscovici, alors lui, s'est planté à Bercy et il est candidat au poste de commissaire européen. Apparemment, il faut se planter pour y arriver, quoi. Moi, je ne me suis pas planté pour y arriver. Je parle pas de vous, là, je parle de Moscovici. J'étais ministre de l'Agriculture et de la Pêche pour mon deuxième mandat et ensuite, je suis devenu commissaire européen. Je ne m'étais pas planté. Non, mais à droite, par exemple, Nadine Morano, elle est battue aux législatives en 2012. Hop, tête de liste du Grand Est. Oui, mais si elle veut mettre son énergie au service du Parlement, très bien. Alliot-Marie, pareil, battue en 2012. Tête de liste UMP Sud-Ouest. Muselier, pareil. Oui, mais Florian Philippot, pareil. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous n'y arrivez pas en France, on vous envoie à Bruxelles, quoi. C'est pas un procès d'intention. C'est pas un procès d'intention, c'est une constatation. Si vous dites à l'avance qu'ils ne feront pas leur boulot, ça peut arriver d'être battu dans une élection. C'est pas un déshonneur. Et ensuite, d'aller chercher à nouveau la confiance des gens, pourquoi pas. Mais Michel, comment vendre l'idée que c'est important si on envoie les plus mauvais à Bruxelles? Non, je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas les plus mauvais, ce sont des gens qui ont eu parfois des échecs, qui ont eu des passages à vide. Non, mais monsieur Barnier, faut être honnête, c'est pas vrai. C'est un peu l'école de la deuxième chance. C'est pas vrai ce que vous dites. En plus, quand un homme politique de premier plan est élu à Bruxelles et qu'il a un mandat national, c'était le cas, je crois, notamment de Sarkozy en 99, il démissionne de son mandat européen au bout d'un an pour revenir à Paris. Vous voyez bien que ça veut dire quand même que ça les intéresse pas. Ce qu'on se dit, nous, Michel, les électeurs français, c'est que c'est pas un placard, Bruxelles, c'est une armoire normande, quoi. Je veux dire, non, mais c'est... Ben, je regrette qu'on ait ce sentiment. Mais pourquoi, par Marine Le Pen, il n'y a aucun président de parti qui y va? C'est-à-dire qu'un mec comme Sarkozy, il ne va pas à Bruxelles.
un mec comme Valls non plus. C'est-à-dire, les gens qui sont vraiment les plus forts dans le pays, eux, ils restent en France. Si c'est vraiment si important l'Europe, pourquoi les stars de la politique n'essayent pas d'être à l'Europe? C'est aussi important, on peut le dire comme cela, de vouloir en France faire, quand on est au gouvernement, quand on est président, quand on est ministre, que la politique française soit un peu plus européenne. Moi, j'en ai aussi un peu assez de tous ces hommes politiques ici, et parfois mes propres amis, qui veulent une Europe française, alors que le sujet est précisément que la France soit européenne, qu'elle tienne sa place, qu'elle soit forte, qu'elle crée de l'influence dans ce système européen. Pour créer de l'influence, il faut déjà avoir le pouvoir de créer de l'influence. La France, en ce moment, n'est pas dans la meilleure position pour tenir tête aux Anglais, aux Allemands. Ça fait 4 ans que je suis commissaire européen, j'ai vu 6 ministres des Affaires européennes en 4 ans. 6. Ah oui. Alors, Chris Esquer, l'Europe, ça vous branche? Moi, j'aime bien l'idée, mais... on aime bien l'idée quand on ne sait pas ce que c'est. Donc au début, ça plaisait à tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait pas... Qu'est-ce qui manque à l'Europe pour qu'elle vous séduise, Chris? Avoir le sentiment qu'elle fait changer des choses de façon spectaculaire. Or, je trouve qu'il y a un manque de courage. Souvent, l'objet de la politique, pour eux, c'est de bosser pendant 40 ans. C'est pas de prendre un risque énorme parce qu'ils pensent que c'est bien. Les gens finissent par plus y croire. Vicente, alors? En fait, moi, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est qu'en effet, les hommes politiques pourraient être davantage des spécialistes d'une chose. C'est-à-dire, tu t'intéresses à l'Europe, tu es homme politique qui s'intéresse aux problèmes européens, qui ne sont pas les mêmes que les problèmes français. Tu te concentres sur ça, comme vous avez pu le faire, par exemple. On a l'impression, en effet, qu'on fait de la politique, on peut être maire d'un village, et puis après, s'occuper d'une région ou s'occuper de la France. Alors que, pour moi, c'est une affaire de spécialistes, il me semble. C'est tellement compliqué. Monsieur Barnier. Je vois pas pourquoi il faudrait seulement s'occuper de l'Europe. Un homme politique doit s'occuper de la France et en même temps de l'Europe, ça va ensemble. Regardez pourquoi ça marche chez les autres. Pourquoi il y a plus de logements sociaux? Pourquoi il y a moins de chômage en Allemagne? Pourquoi il y a plus de dialogue social? Pourquoi il y a moins de déficit? Et on peut trouver dans chacun des pays européens quelque chose qui marche ou quelque chose qui ne marche pas. Mais moi, pour répondre à toutes les questions qu'on se pose, quelque chose qui me frappe, c'est que j'ai le sentiment que la construction européenne, elle est pensée comme si il y avait une identité unique européenne. Or, je suis désolé, on est avant tout français avant d'être européen. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous dites toujours que les choses ne s'opposent pas. Mais dans le cas présent, on est à 15 jours d'une élection européenne où, a priori, le Front National va arriver en tête. En tout cas, c'est ce que disent les sondages. Moi, je suis très frappé de voir qu'à l'heure où un Français sur deux dit qu'il n'aime pas l'Union européenne, que ça n'a rien apporté au pays, tous les partis de gouvernement, y compris le vôtre, fassent campagne pour l'Europe. Je ne comprends pas ça. Mais quand on fait campagne pour l'Europe, on fait campagne pour la France. Maintenant, quand on regarde le monde qui a explosé avec des pays qui ne nous attendent pas, qui ne nous demandent pas la permission, ni la Chine, ni la Russie, ni les États-Unis, ni le Brésil, ni l'Inde, ce sont des États-continents, ils ont besoin de personne. Moi, j'ai pas envie d'être derrière la table à regarder ce qu'ils décident. Et si on veut pas être derrière la table, si on veut être à la table avec eux, pour faire valoir nos valeurs, nos idées, nos intérêts sans complexe, il faut qu'on soit ensemble, sinon on est foutus. C'est ce que je pense. Comment on a fait pendant 1000 ans, excusez-moi? Mais le monde a changé. Le monde a changé, il ne faut pas vivre avec un rétroviseur dans la tête. L'Europe, c'était censé aussi être la croissance, la prospérité, etc. Si on ne regarde pas une fois dans les yeux ces promesses et qu'on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui ces promesses ne sont pas tenues, on ne peut pas tirer de conclusion de ce qui est fait depuis 50, 60 ans. Ne me faites pas dire que tout est parfait. Quand on regarde les pays qui s'en tirent super bien dans la mondialisation, aujourd'hui, il y a de plus en plus de petits pays qui sont autonomes, qui gèrent leurs frontières. Nous, on ne gère pas nos frontières. On ne gère plus notre budget depuis 2012. On gère à peine nos lois. Excusez-moi, quand on voit Taïwan, Singapour, même la Grande-Bretagne... Nous gérons tout cela par la voix du président de la République qui participe au Conseil européen, des députés européens qu'on va élire, de tous les dirigeants français qui participent à la construction de ces lois. Écoutez, on va être simple. Vous êtes de l'UMP. Oui. Rien qu'à l'UMP, il y a au moins déjà 3 positions différentes. Il y a Guénaud qui dit « Moi, je vote pas pour Lamassoure ». Moi, je pense qu'il est plus Dupont-Aignan, disons, que Lamassoure. Donc Guénaud, déjà, on oublie. Après, il y a Wauquiez qui dit « Ah, il faut faire l'Europe à 6 ». Il faut virer 22 pays, faire l'Europe à 6. Et vous avez Copé qui dit « Le vote européen doit être un vote sanction contre François Hollande ». Donc rien qu'à l'intérieur de l'UMP, puis je ne les ai pas tous pris, mais il y a déjà au moins 3 positions différentes. Pourquoi voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Il y a une position du parti qui est clairement pro-européenne, c'est celle que Jean-François Copé exprime clairement, mais il y a des voix ou des individus ou des personnalités qui ont des sensibilités différentes. Bien sûr. Voilà. On est dans une impasse démocratique par rapport à cette Union européenne-là. Les gens votent contre
et elle avance quand même toujours en permanence, et on donne de nouveaux pouvoirs, c'est ce que vous disiez Et tout à quand l'heure. les gens votent contre, on fait passer le traité comme ça. Voilà, et j'entends vos arguments, mais malgré tout, c'est le sentiment qu'ils ont. Ils sont de moins en moins associés à la décision, et aujourd'hui, ils comprennent pas... Qu'ils aillent voter, ils ont le pouvoir de décider. L'histoire d'aller voter, vu ce qui vient de se passer avec Hollande, où ils votent pour un mec de gauche, ils se retrouvent avec un social-démocrate, mais ils ont voté, ça n'incite pas les gens à aller voter, hein, franchement. Moi, je vous dis que le pouvoir d'aller voter le 25 mai, c'est le pouvoir de désigner des députés européens, de prendre le pouvoir en Europe et d'avoir des députés qui décident en notre nom. Ça, c'est la démocratie. Sauf que les gens, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'en tête, c'est le Front National, et ils vont voter pour des gens qui ne veulent pas l'Europe. Donc, oui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les partis de gouvernement abandonnent le non à l'Europe au Front National. Il ne faut pas s'étonner s'il est à 25%. Moi, je ne l'abandonne pas. Je trouve qu'on ne prend pas forcément les choses par le bon bout de la lorgnette, si je puis me permettre. Hein. Ouais. Et je pense que les citoyens sont plus intelligents que certains hommes, certaines femmes politiques ne le croient. Voilà. Et actuellement, on verra probablement les citoyens et votre Front National. Je ne vous dis pas que tout fonctionne bien à Bruxelles. Je sais précisément, et c'est pour ça que je voulais être président de la Commission européenne, pour qu'il y ait moins de bureaucratie, moins de technocratie, et qu'on fasse plus de politique. Je sais ce qu'il faut changer. Mais de grâce, ne détricotons pas ce qui a été construit par des hommes d'État depuis 60 ans. Très bien. Geoffroy, alors, vous pensez que ça va se terminer, l'Europe ? Écoutez, aujourd'hui, je vous dis, on verra. Le Front National est en passe d'arriver en tête aux européennes. C'est quand même ça m'est jamais arrivé. Ouais. Son meilleur score, c'était autour de 10% d'habitude. Ouais. Et là, il est dans les sondages à 23%. Si le premier parti de France aux élections européennes et le Front National, vous n'allez pas pouvoir dire qu'il faut absolument combattre ce que les urnes ont dit. C'est ça que je voulais vous dire. Je pense qu'il ne sera pas le premier parti. Je pense que l'UMP doit arriver en tête et peut arriver en tête avec un discours comme celui que j'essaie de vous dire. Être patriote et européen, ça va ensemble. Ça va ensemble. Bien. Geoffroy, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Patrick Galanel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Patrick, un jour, à l'âge de 13 ans, au musée municipal de Draguignan, vous tombez en admiration devant un tableau de Rembrandt, L'enfant à la bulle de savon. Quelques années plus tard, l'admiration se change en obsession et vous décidez de voler le tableau. Et là, caché sous le lit ou dans un placard, le chef-d'œuvre va prendre le contrôle de votre vie comme une maîtresse diabolique. Vous allez vivre 15 ans de dépression et de paranoïa à cause de ce tableau. Vous allez devenir fou. Et vous nous raconterez votre histoire à 20h. Maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Vous avez vu, là, sur BFM, Bourdin, mardi matin? Ouais. Il recevait un certain François, Jean-Luc, Michel, je ne sais plus trop, quoi, un mec Hollande, il s'appelait, un truc comme ça. Là. Un auditeur anonyme sur le plateau télé. C'est culotté, quand même. Hein. Franchement, le mec, il s'en est bien tiré. Il est bien communicatif, posé, qui présente bien. Tu sens que le mec, dans la vie, il doit être chauffeur de VTC ou maître nageur. Quoi. Il y a un truc... avec son petit air de pas y toucher. Il me faisait penser à Achille Talon. C'était très... Tu sais un peu... Mais ça, c'est une boutade, bien sûr, M. Barnier, c'est une boutade. Tout le monde l'a reconnu. Hein. C'était tellement... Enfin, c'est tellement pas crédible que forcément, à un moment, tu te dis, c'est le président. Voilà, tu te dis, c'est lui, je suis. S'il a encore promis un retournement à Big Bang, donc a priori, en septembre, on commence la 3e phase du quinquennat. Le troc, l'introduction du Sulex dans les ménages. Hein Moi, vu ce qu'il raconte en ce moment et son optimisme débridé, ça m'étonnerait pas que dans le prochain Closer, on le chope au bras d'Elisabeth Tessier. Ouais. Politique toujours, comeback de Jean-Marc Ayrault qui est revenu à l'Assemblée nationale. Vous avez vu aussi, il a l'air bien. Hein. Le regard vif, le teint frais, tu sens qu'il a passé des putains de vacances dans la Roure. Hein. On dit qu'il revient, mais la question est pourquoi? Pas pour aller à l'Assemblée. C'est entre nous, qu'il soit à l'Assemblée ou prof de Zumba au club Medjim porte-maillot. Enfin, ça va pas changer grand-chose, c'est pas ça. Non, il y a une vraie raison. Vous avez remarqué que Valls, c'est Ramirez, police française, c'est le mec qui se bouge. Bon, c'est un Espagnol, c'est un mec qui va franco, c'est normal. Oh, c'est tellement... Et eh bien, Valls, on le voit à la télé, on le voit à l'Assemblée, sur le terrain, mais on le voit jamais à Matignon. Alors j'ai enquêté, il paraît qu'il n'est toujours pas installé, parce qu'après 2 ans de Jean-Marc Ayrault dans l'endroit, il attend d'abord les conclusions des Ghostbusters. Il paraît que la nuit, il y a des objets qui se déplacent, la radio qui se met en marche, qui diffuse des cours en allemand. C'est plus Matignon, c'est Donjons et Dragons. C'est vraiment... C'est-à-dire que quand Jean-Marc Ayrault a traversé le portique pour désenvoûter l'endroit, des gargouilles du porche ont murmuré Papa Outé. Vous voyez?
Non, c'est normal, ça se passe comme ça à Matignon. C'est un peu la maison hantée de la République. Avec le nombre de naufrages qu'ont subi les gens qui sont passés par cet endroit, c'est moins nocif que d'habiter Fukushima. C'est évident. Hein. T'imagines, dans le bureau, il y a un portrait d'Hérault, de Jospin, de Cresson, de Balladur, les carbonisés de la Ve République. Ça doit être terrible quand même de regarder les portraits de ses prédécesseurs et de dire le seul qui a réussi, c'est Chirac. Ouais. Tu vois ? Foot, finale de la Coupe de France, Guingamp-Rennes. Oh putain, c'était beau. Ah, c'était beau. Ah, moi, je me suis régalé. Alors, surtout de cette action géniale. Tu sais, il y a un moment, il y a le Guilvinec qui passe au 3 decks, 3 decks qui remet à Sporelec, et là, qui rattrape, qui replace sur le Bolzec qui court. En face, t'as le mur rennais qui se dresse. Impressionnant, hein, composé de Viomar Le Guen, Gwendal Le Trémenec et Andouillou de Guémenec. Et là, le génie, le coup de génie du Bolzec, il leur a fait le coup du Kouign-Amann, tu vois. C'est-à-dire qu'il a attrapé la balle et il beurre la balle. Les mecs en face, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il manque de sucre pour en faire. Alors il court à la supérette, là, le Carrefourec, à un épicier super génial, tu vois. Et pendant ce temps, évidemment, le Guingampais, ben, voilà, il met au fond du four et voilà. Dans le but, il était vert, hein, la fraise de Plougastelec. Vraiment, Et dans les tribunes, ça exultait, quoi. Tout le monde a fait la hola lancée par Boderek, c'était vraiment très beau. Puis il y a eu cet hymne, le Brog Gomazadou, c'est ça? Le Brogoz. Voilà, enfin rien que le titre, t'as envie de déboîter un portique écotaxe, quoi. Mais de toute façon, moi le sport, c'est pas trop le foot. Vous savez, c'est la saison des corridas. Et moi, j'adore la corrida, moi. J'étais à Arles. Mais qu'il se fasse empailler, cet animal puissant et sauvage qui est assez stupide pour aller charger une nappe secouée par une baltringue chaussée de répéto. Oh, une nappe Vichy, enfin franchement. Urbanisme humain. Alors on veut dégager les Roms du 6e arrondissement, c'est dommage. Hein. C'est un quartier qui a besoin de diversité. Et puis quand même, c'est naturel d'avoir en même temps la faune et le flore. Ouais. Tu vois. Les Roms, c'est quand même un peuple maudit, quoi. Arriver à se rendre aussi antipathique alors qu'ils passent leur temps à sourire aux gens et à dire s'il vous plaît. Moi, ça me dérange pas du tout. Je crois que le 6e, c'est un très bel arrondissement pour les Roms, vraiment. Moi, je préfère qu'on les retrouve dans les rues du 6e que dans les rouleaux de printemps du 13e. Bonne nouvelle, Gattaz a vu son salaire augmenter de 29% cette année. C'est pas énorme, hein? Pour un mec qui doit passer sa journée à discuter avec des syndicalistes. Alors, ta belle la vie. Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouve ici le 31 mai. Et d'ici là, demain, sur Canal+, décalé et canalplus.fr. On passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Alors, Patrick Vialanex, rebonsoir. Vous êtes né le 9 octobre 1970 à Fréjus, dans le Var. Père attaché commercial au Crédit Agricole, mère artiste peintre. La famille vit à Saint-Raphaël. Votre mère peint beaucoup, elle expose dans les galeries de la région. Les enfants, vous et vos sœurs, participez à la vente des tableaux. Vous êtes très impliqués là-dedans. Oui, c'est à cet âge-là, à 10 ans, que j'ai commencé à dire, tiens, les autres enfants étaient plus grands et commençaient à avoir d'autres occupations. Et là, j'ai dit, je vais m'en occuper, ouais. Les vernissages, tout ça, je l'aide. Alors, avec votre mère, vous visitez les expositions de la région et vous prenez conscience de la beauté du geste, quoi, du coup de pinceau. Ouais, ouais. Du coup de pinceau, ouais, c'est magnifique. Ouais. Alors, votre père, lui, c'est un homme d'ordre et de foi qui vous inculque les principes de l'obéissance et l'amour de Dieu. Hein. Et le respect. Mais votre père cache un secret, en fait. Il a été opéré du cœur, parmi les tout premiers. On lui a posé une valve mécanique. C'était ce qui se passait à l'époque. Et la valve mécanique dans son cœur est particulièrement bruyante. Et la famille vit au rythme de ce tic-tac obsédant. C'est-à-dire que même quand il dort, on entend tic-tac. Ouais, 2 chambres à côté, les portes fermées, on entendait le cœur battre, quoi. Et cette peur toujours de l'entendre ne plus battre, quoi. Alors vous êtes un petit garçon discret, poli, doux. Surtout rêveur. Au fond de la classe. Ouais.
Et sinon, vous jouez au foot. Oui. Alors, vous avez 12 ans, c'est en 82, lorsqu'un jour, après un match à Draguignan, vous allez avec votre maman visiter le musée de Draguignan. Et là, vous découvrez le joyau de l'endroit, un Rembrandt, l'enfant à la bulle de savon. Voilà, deux choses vous fascinent là-dedans. La tristesse dans le regard. Pourtant, c'est un enfant sympathique, mais dans le regard, il est triste. Ouais. Et puis, vous voyez une correspondance, disons, entre le tic-tac du cœur de votre père qui peut s'arrêter et la bulle de savon qui peut exploser. Donc pour vous, c'est un peu un miroir, ce tableau. C'est la bulle de savon, pour moi, ça a été l'éphémérité du temps, donc la fugacité, tout ça. Mon père, ouais. Alors les années suivantes, le tableau de Rembrandt continue à vous obséder, et un jour, à l'âge de 17 ans, vous retournez à Draguignan pour un problème de carte grise de moto, et là, vous en profitez pour aller au musée et revoir l'enfant à la bulle de savon. Et là, vous commencez à développer avec lui une véritable relation. Vous essayez de le consoler pour vous consoler vous-même. Ça ressemble un peu à une confession, quoi. Vous lui parlez. On s'est confessé tous les deux, oui. Ouais. Il y a une confession de ma part et une confession de sa part. Ouais, ça vous obsède. Et je l'observe, et il m'observe. Alors, à 18 ans, vous avez un BEP en poche, vous enchaînez les petits jobs, mais rien ne vous plaît. Vous êtes un peu perdu, hein, à l'adolescence. Hein. Complètement. Je cherchais une voie. Alors, vous avez 24 ans quand le cœur de votre père s'arrête. Il est incinéré à Draguignan, ce qui vous incite à aller revoir le tableau une semaine plus tard. Et là, c'est toujours la même émotion quand vous voyez ce tableau. Plus intense. Ouais. Il me manquait quelque chose et je l'ai retrouvé dans l'enfant. Alors, après le décès de votre père, vous quittez le foyer familial, vous suivez des formations. Vous devenez pendant 4 ans technicien dans le domaine des alarmes. En 1999, vous avez donc 29 ans, vous vous retrouvez de nouveau à la préfecture de Draguignan, et pour la 4e fois de votre vie, vous passez au musée, voir l'enfant à la bulle de savon, et là, le déclic se produit, vous vous dites, il faut que je le ramène chez moi, ce truc-là. Je peux le faire. Vous avez un objectif dans la vie, cette fois, c'est de ramener ce tableau chez vous. Oui, ma passion, et de faire quelque chose de ma passion. Alors, en tant que technicien d'alarme, évidemment, vous connaissez tout sur les détecteurs, les lasers, et puis surtout, vous savez les délais d'intervention de la sécurité. 10 minutes. Voilà. Donc vous dites c'est jouable. C'est jouable, ouais, je peux le piquer. Le 13 juillet 1999, vous arrivez à Draguignan à 14h, prenez un verre, et à 15h, vous entrez au musée. Ouais. Et là, vous vous planquez dans une armoire normande que vous aviez repérée. Alors vous restez 5 heures maintenant. Hein. 5-6 heures, ouais. Puis une chaleur étouffante en plus. Énorme. Ouais. À 21h, vous sortez de votre cachette et vous savez qu'à 22h, parce qu'on est le 13 juillet, donc la veille du 14 juillet, il y aura une parade militaire d'hélicoptères qui va couvrir le bruit de l'alarme, en fait. Ouais. Bien monté, votre coup. Hein. Pas mal. Pas mal. Et là, bon, vous faites un cas, c'est top capi, quoi. Vous, ouais, hein, c'est exactement ça. Ouais. Ah ouais. Vous savez quand l'alarme va se déclencher, tout, voilà. Et vous ressortez avec le Rembrandt dans un sac poubelle. C'est ça. C'est incroyable. Alors, quand vous rentrez chez vous, vous êtes un surhomme. Je suis un surhomme, ouais. Vous êtes Arsène Lupin, quoi. Dans ma tête, à ce moment-là, ouais. Ouais. Et vous faites un Polaroid, un selfie, on le voit là. Selfie, ouais. De vous chez vous, avec le Rembrandt, en arrivant chez vous, c'est incroyable, quoi. Hein. Et puis, vers 3h du matin, l'euphorie retombe. Là, la joie laisse place à la paranoïa. Et vous commencez à attendre les flics avec des sueurs froides le long de la nuque. Et là, je me suis posé sur le lit et j'ai dit, bon, je vais attendre, c'est pas possible. J'ai dû rater quelque chose. J'avais laissé quelques poils dans la vitre que j'avais cassée. Oui, c'est ça. Les jours suivants, la presse parle d'empreintes retrouvées et de cheveux du voleur. Alors là, vous vous dites, toute ma vie, je vais fuir les flics, quoi. En gros, vous emballez le Rembrandt et vous le glissez sous le lit. Là, ça commence, ouais. Ça commence à... Fort, ouais. Ouais. À partir de là, ce tableau va prendre le contrôle de votre vie. Malgré votre rencontre avec Christelle, que vous épouserez, ça ne suffit pas à vous calmer. Non. Ça s'est accentué.
parce que vous le contemplez pendant des heures. Hein. Ouais, c'est arrivé avec un petit sauterne. Le Rembrandt en face, c'était magnifique. Ouais. Vous vivez avec votre Rembrandt, en fait. Ah oui, c'était mon enfant. Alors, votre femme, elle voit ça, on pourrait penser qu'elle s'inquiète. En fait, elle dit non, c'est un portrait de mon père. Mais elle ne sait pas que c'est un Rembrandt, votre femme. Hein. Non, non, non. Elle croit que c'est un tableau, quoi. Un portrait de mon père fait par ma mère. Voilà. Bah oui. C'est extraordinaire. Alors, vous commencez à déménager. Toujours guidé par le bien-être du tableau. Un jour, vous êtes cambriolé. Vous habitez à Grasse à ce moment-là. Vous êtes cambriolé. Alors là, vous êtes fou. Et puis, heureusement, les mecs, ils n'ont pas vu le Rembrandt. Ils ont pris la chaîne IFI. Bon. Que la IFI. Ah, vous déménagez encore. Mais la fois d'après, c'est les termites. Donc, vous redéménagez. Alors, vous devenez carrément dingue. Puis, c'est l'humidité. Il sait, il va pourrir le tableau. Donc, il faut déménager. Et votre femme, vous lui expliquez comment à chaque fois qu'il faut déménager? Oh, que ça me plaît pas, les maisons me plaisent pas. On est trop isolé, je trouvais toujours une excuse. Après, vous allez dans les Landes. Alors, dans les Landes, vous avez peur de l'incendie. Oui. Et début 2014, vous décidez quand même de vous débarrasser du tableau. Et là, vous avez un pote qui s'appelle Tony. Tony, il connaît des gens un peu... Ouais. Alors, Tony vous organise un rendez-vous avec des assureurs. Parce que vous savez que quand on rend le tableau, les assureurs vous donnent un petit quelque chose. Ils disent, bon, je vais rendre le tableau, c'est fini cette histoire, etc. En échange d'un chèque de 40 000 €. Vous repartez avec votre chèque. Mais quelque chose vous choque quand même. Vous vous dites quand même, cet assureur, il est bizarre. Il m'a servi du jus de fruits dans un verre à Bourgogne. C'est vrai que c'est pas banal. Et puis vous dites, il m'inspire pas confiance, cet assureur. Il ressemble à Arnaud Montebourg. Et j'en sors pas fier de cette assurance. Quelques jours plus tard, vous apprenez que l'assureur a été arrêté en essayant de revendre le tableau, en fait. Et là, il fallait que j'appelle ma femme. Ouais. Pour lui expliquer la vérité. Hein. Ouais. Pour moi, on va dire le voyage, le séjour en prison était obligatoire. Donc je l'ai appelée à 10h30, elle arrivait à 11h. Là, j'ai commencé à lui expliquer, j'ai fait, voilà, ça s'est passé il y a 15 ans, je suis l'auteur du vol. Et là, les sanglots, ça a été les sanglots, mais des deux côtés. Vous en avez vu votre femme? Oui. Elle dit, ça fait des années que tu me racontes des conneries. Tu me dis que c'est un tableau de ton père peint par ta mère. C'est un Rembrandt, quoi. Ouais. Et ça n'a pas été une cause de rupture, apparemment. Non. Ça a resserré les liens. Le tableau, en fait, le Rembrandt, il vaut 4 millions d'euros. Donc vous êtes traîné dans toute la France avec votre truc emballé dans du papier journal. Ça valait juste 4 millions d'euros. Hein. Alors, vous vous dites, ça y est, quoi, je vais y passer... je vais aller en tôle. Ouais. Et il y a un happy end dans cette histoire. Il y a prescription. Ouais, les vols, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Voilà. Donc 15 ans, c'est bon. Mais je ne savais pas. Bah ouais. J'avais pas pensé. Ouais. Vous étiez sûr d'aller en tôle? Ah, certain. J'avais fait mon sac. Tout était prêt. Ouais. Je suis arrivé chez mon avocat avec les affaires. Et quand je suis allé partir en prison, ouais. Pour moi, c'était certain. Voilà, alors aujourd'hui, vous voulez devenir gardien de musée, c'est ça? J'aimerais bien, ouais. Ouais? J'aimerais bien. Je sais qu'il le raccroche au tableau le 13 juillet, mais ils ne m'ont pas invité. Ah, ils vous ont pas invité? Avec le soin que vous avez pris de ce tableau pendant toutes ces années. Ouais. Et est-ce que vous pensez que vous pouvez récidiver? Dans un moment de solitude, oui. Ouais. Dans les musées, on va dire, pas les... Dans les anciens musées, il y a beaucoup de lacunes en sécurité. Vous pourriez travailler dans un journal d'art, peut-être? Oui, mais j'ai commencé à monter une page Facebook où j'ai beaucoup de visites, justement, sur l'art, et l'art de Rembrandt, et l'art en général, qui marche fort. Bah oui. Je suis content. Bah c'est parfait. C'est une histoire extraordinaire. Quelle morale vous tirez de cette histoire? Il a retrouvé sa maison et ses parents adoptifs. Ouais. Et la bulle n'a toujours pas explosé. Et la bulle n'a toujours pas explosé. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Nolwenn Leroy pour le chemin de Pierre, disponible sur le site de la Fondation Abbé Pierre. Merci. Michel Barnier pour se reposer ou être libre chez Gallimard. Merci. Vicente Lizarazu, frère de sport, c'est sur Eurosport. Le club Lisa le lundi soir sur RTL. Et bien sûr, le mondial
pour TF1. Chris Esquer sur scène au Bouffe Parisien avec son One Man. Merci Chris. Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles. Patrick Vialanex, merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le multi-foot de Ligue 1. Rendez-vous ici le 31 mai. Le 31 mai. Et d'ici là, sur canalplus.fr, avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, les meilleures interviews formatées et Gaspard Proust. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.